Dans les prochaines minutes, tu vas être exposé à une connaissance interdite. Une vérité psychologiquement brutale, une vérité qui libère, mais qui ne pardonne pas. Ce n'est pas une leçon d'histoire, c'est une dissection de l'âme féminine. Non pas dans un laboratoire stérile, mais dans l'enfer glacé du goulag soviétique. Là où la faim, la trahison et l'isolement agissaient comme un acide cruel, arrachant chaque masque social. Là où il ne restait plus rien, sauf la nature nue de la loyauté et de la trahison. Les hommes qui ont survécu à cette machine de mort sont revenus avec un secret. Un schéma, terrifiant par sa cohérence, un schéma de comportement féminin qui détruit tous les contes de fées qu'on nous a vendus. C'est le secret de Solzhenitsyn. Le comprendre, ce n'est pas un luxe. C'est une armure intellectuelle, une armure émotionnelle, contre le goulag silencieux et doux des relations modernes. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Depuis des siècles, les philosophes ont débattu de la nature des femmes, de l'amour et de la loyauté, confortablement installés dans des cabinets lambrissés de chêne ou sous les portiques ensoleillés des agoras athéniennes. Ils ont produit des théories élégantes, belles dans leur abstraction, mais finalement inutiles face à la brutalité des crises de vie et de mort. Leur laboratoire était l'esprit. Le nôtre, celui dans lequel nous allons entrer, fut bâti par le NKVD. Ces cobayes, des millions d'hommes condamnés pour un mot, un regard, une plaisanterie, arrachés à leur famille et jetés dans un broyeur de glace, de faim et de désespoir. La variable principale de cette expérience monstrueuse, les femmes qu'ils laissèrent derrière eux. Leurs épouses, leurs amantes, leurs mères. Les gardiennes de leur mémoire. Les ancres de leur vie passée. Ce que ces hommes découvrirent, à travers une douleur si profonde qu'elle défie les mots, fut une sombre taxonomie de l'âme féminine sous pression. Ils tracèrent les contours exacts de l'amour conditionnel et mirent à nu les impératifs biologiques capables d'effacer en un instant une vie entière d'affection. Cette connaissance fut payée en sang, en gelure et en âme brisée. C'est la pilule rouge ultime, forgée non pas dans les forums d'internet, mais dans le permafrost de la Kolyma. Alexandre Solzhenitsyn, le grand chroniqueur de cette agonie, fit bien plus que documenter la brutalité de l'État dans ses œuvres monumentales, notamment l'archipel du Goulag et une journée d'Ivan Denisovitch. Il offrit un témoignage méticuleux, implacable, de ce gigantesque laboratoire sociologique. Il nota les lettres qui ne vinrent jamais, les papiers de divorce qui arrivèrent, les histoires murmurées sur des couchettes gelées, bien après l'extinction des feux. Il nous donna les données. Notre tâche est de les déchiffrer, d'aller au-delà du choc et de l'horreur pour en extraire des principes intemporels et brutaux. Il ne s'agit pas de misogynie. Il s'agit de reconnaître des schémas à l'échelle de l'histoire. De comprendre les mécaniques du cœur humain pour ne plus jamais en être aveuglé. Le bénéfice de cette connaissance est une liberté glaciale, lucide. C'est la capacité de voir le monde tel qu'il est, et non tel qu'on voudrait qu'il soit. C'est la fin des trahisons naïves et le commencement d'une véritable force souveraine. Transportons-nous dans un moment précis, gravé dans la mémoire glacée de l'archipel. Imaginez un homme que nous appellerons Yevgeny, un jeune ingénieur brillant de Leningrad. Son crime ? Être trop talentueux, trop prometteur, une menace potentielle pour un petit bureaucrate jaloux. Une nuit, coup à la porte, l'arrestation, son monde rétréci à la taille d'un fourgon noir. Son seul réconfort, son seul fil qui le rattache à l'humanité, l'image de sa femme, Anna. Son sourire, son geste de la main depuis la fenêtre de leur appartement. Condamné à 10 ans de travaux forcés pour espionnage, une accusation absurde mais fatale, il est expédié dans un train puant, saturé d'excréments, jusqu'à un camp du Grand Nord. Son existence devient un calcul de calories. 500 grammes de pain s'il atteint la norme de bois coupé ou de charbon extrait, 300 s'il échoue. Les hommes meurent d'une écharde, d'une toux, ou simplement d'avoir décidé de s'allonger dans la neige et de ne plus se relever. Pendant la première année, Yevgeny survit grâce à deux choses, le pain et l'espoir. Et cet espoir a un nom, Anna. Il lui écrit chaque fois que le règlement le permet, sur des bouts de papier arrachés à la misère. Il y déverse son âme, leur passé, leur futur, son amour indestructible. Il se dit innocent, fort, il reviendra. Les mois passent, aucune réponse. L'angoisse, plus corrosive que le froid, ronge son esprit. Puis, après 14 mois, une lettre arrive enfin. Elle n'est pas épaisse, elle n'est pas chargée d'affection. Elle est fine, officielle. Ses doigts engourdis par le gel la déchirent. Elle n'est pas d'Anna, elle vient du tribunal de Leningrad. C'est un avis de divorce, déposé par Anna, invoquant sa condamnation et son exil. À la notice est jointe une courte note manuscrite. Yevgeny, pardonne-moi. C'est trop difficile, je dois penser à ma vie maintenant. Ne me contacte plus, je me suis remarié. Anna, le choc n'est pas seulement émotionnel. Il est physique, comme un coup de botte dans la poitrine. L'air quitte ses poumons, le monde déjà gris devient noir et blanc. Le dernier pilier de sa résistance s'effondre en poussière. Cette nuit-là, il donne son pain aux autres. Il fixe le plafond des baraquements. Et sa volonté de vivre s'évapore. Il n'a pas été abattu d'une balle, mais tué par quelques lignes d'encre.
Son corps survit quelques mois encore, jusqu'à ce qu'une pneumonie mineure, qu'un homme plus fort aurait combattu, l'emporte sans bruit. Cette histoire n'est pas unique. Solzhenitsyn en documente des milliers. Il écrit « L'épouse d'un prisonnier devait choisir immédiatement, renoncer à son mari ou se condamner à la ruine. » Et combien était capable d'un tel héroïsme? 1 sur 100? 1 sur 1000? Ceci est la première loi du secret de Solzhenitsyn. La probabilité d'abandon est inversement proportionnelle au coût social et matériel de la loyauté. L'amour n'est pas une ressource infinie. C'est une monnaie, et quand le taux s'effondre, la plupart liquident leur portefeuille. Pourquoi? Par cruauté? Par faiblesse? Non. Solzhenitsyn et les sociologues parlent d'une logique plus profonde, biologique, évolutive. La femme est le canal de la vie. Son impératif premier, survivre et pourvoir à la survie de ses enfants. Elle est par nature hypergamique, programmée pour rechercher le meilleur protecteur, le meilleur pourvoyeur. La valeur d'un homme est liée à son statut, à ses ressources, à sa capacité à projeter sécurité et force. En un instant, l'État arracha tout cela à Yevgeny. Il n'était plus ingénieur brillant, plus protecteur, plus pourvoyeur. Il était zèque, paria, mort génétique. L'aimer, c'était se condamner. Son abandon n'était pas nécessairement cruel. C'était un acte brutal de survie. Elle ne le trahissait pas, elle se sauvait. Comprendre ce calcul biologique froid, c'est désamorcer le poison de la trahison. On n'est pas rejeté pour ce qu'on est. On est écarté pour ce qu'on n'est plus, dans le marché impitoyable de la survie. Mais il y avait les exceptions. Les décembristes, ces femmes rarissimes qui défiaient les lois de la probabilité. Elles restaient, elles luttaient, elles abandonnaient tout confort pour rejoindre les bourgs glacés, proches des camps, juste pour être là. Elles passaient des heures dans les files interminables pour livrer un bout de saucisse, une pomme de terre, un sucre qui faisait parfois la différence entre la vie et la mort. Elles apprirent à manier les labyrinthes bureaucratiques, à écrire des appels, à harceler les fonctionnaires. Leur fidélité était active, furieuse, une campagne de résistance. Même l'histoire de Natalia Reshetovskaya, la première épouse de Solzhenitsyn, en témoigne. Elle tint un temps, puis céda à la pression et divorça. Mais après sa libération, elle revint. Ils se remarièrent, et si plus tard, leur union se brisa pour d'autres raisons, son histoire prouve que la loyauté peut être complexe, fragile, mais parfois persistante. La seconde loi du secret de Solzhenitsyn est claire, la loyauté inconditionnelle est une anomalie historique. Elle ne se trouve que chez une fraction infime de femmes, dotées de vertus rares, indépendance extrême, force de caractère, ferveur idéologique. On ne peut l'exiger, on ne peut que la reconnaître et la chérir lorsqu'elle se présente. Le goulag n'est pas de l'histoire ancienne. Il n'était que le miroir grossissant d'une vérité intemporelle. Aujourd'hui, elle se rejoue chaque jour, dans chaque ville, dans chaque couple. Quand un homme perd son emploi, quand il sombre dans la dépression, quand une maladie le brise, quand il échoue à maintenir son cadre, à projeter une vision. Alors, l'affection se retire peu à peu. Le respect s'éteint, viennent les regards condescendants, puis la phrase glaciale « Je t'aime, mais je ne suis plus amoureuse de toi ». C'est la version moderne, polie, des papiers de divorce envoyés à Yevgeny. La grille de lecture de Solzhenitsyn permet de voir ces mécanismes avant qu'ils ne frappent. Elle transforme la surprise en lucidité, et cette lucidité remplace la douleur par la puissance de la prévoyance. Mais ce n'est que la première couche de l'armure. Car au goulag, certains reçurent ces lettres et survécurent. Yevgeny abandonna et mourut, mais d'autres absorbèrent cette vérité noire et en firent du feu. Ils se forgèrent une masculinité inattaquable. Comment transformèrent-ils la trahison en tremplin? Comment déplacèrent-ils leur espoir des cœurs fragiles vers la forteresse de leur mission? Comment bâtirent-ils une vie de sens si forte que la trahison n'était plus qu'un murmure insignifiant dans le vent glacé? C'est ce que révèle la dernière étape du secret de Solzhenitsyn, le forgeron intérieur. L'art de renaître des cendres, de devenir un roc que même l'abandon ne peut fissurer. L'homme qui ouvrit l'enveloppe officielle, mince, et lut sa propre nécrologie, non pas dans un journal, mais dans l'écriture de sa femme, se tenait au carrefour le plus critique de sa vie. Le choc fut un séisme qui fit éclater les fondations de son monde. Dans le silence gelé des baraquements, entouré des fantômes d'hommes déjà brisés, il se retrouva face à un choix qui résumait à lui seul toute la philosophie humaine réduite à une décision brutale. Il pouvait suivre la voie d'Yevgeny, laisser le froid entrer dans son cœur, gagner ses membres, se livrer au vide, et permettre à son corps d'achever ce que la trahison avait commencé. Ou il pouvait faire autre chose, quelque chose de beaucoup plus difficile, de beaucoup plus contre nature, et, au bout du compte, de beaucoup plus puissant. Il pouvait accepter l'inacceptable, il pouvait avaler la pilule noire, non comme un poison, mais comme une amère potion fortifiante. Il pouvait plonger son regard dans l'abîme de cette vérité ultime. Son existence, sa valeur, son droit même à l'amour était désormais conditionnel à des forces échappant à son contrôle. Et, au lieu de pleurer, il pouvait acquiescer, se dire « Donc, c'est ainsi que va le monde désormais. Je sais,
Cet instant d'acceptation ne fut pas une défaite. Ce fut le premier pas crucial de la forge. Les survivants du goulag, ces hommes sortis des barbelés des années plus tard, le corps balafré mais l'esprit terriblement intact, avaient tous traversé cette forge. Ils découvrirent une inversion terrifiante et libératrice. Ce qui était conçu pour les anéantir, le retrait total de la validation extérieure, de l'amour, du statut, pouvait devenir la source de leur force ultime. Quand tous les piliers du monde connu s'effondraient sous leurs pieds, ils étaient forcés de trouver un socle en eux-mêmes. Solzhenitsyn appela ce processus une ascension. Il parla de ceux qui, dépouillés de tout, commencèrent à se soucier moins de leur corps et davantage de leur âme. Ce n'est qu'en gisant sur la paille pourrie de la prison, écrivait-il, que je sentis en moi les premiers frémissements du bien. Béni sois-tu, prison, d'avoir existé dans ma vie. Ce n'est pas la gratitude masochiste d'un homme brisé. C'est le rugissement victorieux d'un homme qui a découvert la vérité fondamentale de la puissance masculine. Ta valeur ne peut pas être donnée, donc elle ne peut pas être retirée. Elle doit être forgée dans le feu privé de ta souffrance et martelée sur l'enclume de ta volonté incrévable. La trahison d'une femme, aussi intime soit-elle, s'y révèle pour ce qu'elle est. Non pas un verdict sur l'âme d'un homme, mais le reflet d'une nature, le retrait d'une ressource sur laquelle il n'aurait jamais dû compter en premier lieu. Cette transformation exigea un transfert total et complet de l'espoir. L'espoir est une chose dangereuse. Dehors, l'espoir se plaçait dans une lettre, dans une femme, dans un système de justice, dans une réunion future. Cet espoir externe était un fil fragile qui, coupé, faisait se vider un homme de son sang émotionnel. Les survivants apprirent à tuer ce type d'espoir. Ils pratiquèrent sur eux une chirurgie psychique, extirpant le besoin cancéreux de salut extérieur. À sa place, ils cultivèrent une autre forme d'espoir, bien plus robuste, un espoir interne, glaciaire, fondé uniquement sur leur propre agence. Leur espoir n'était pas d'être sauvés, mais de pouvoir endurer la prochaine minute, la prochaine heure, le prochain coup de marteau. Leur monde se contracta. D'une peine démesurée de 10 ans, il devint un défi gérable de 5 minutes. Cette hyperfocalisation sur le présent, sur la domination absolue de son propre périmètre immédiat, est une puissance accessible à tout homme, partout. L'homme qui se vide de son sang à cause du manque de respect silencieux de sa femme au dîner se meurt d'un fil de validation externe tranché. L'esprit du survivant pose la question, peux-tu contrôler son manque de respect? Non. Peux-tu contrôler ta réaction? Absolument. Peux-tu contrôler ton prochain geste, ton prochain mot, ton prochain souffle? Sans l'ombre d'un doute. Voilà le territoire de l'homme souverain. Son espoir n'est pas que le monde lui soit clément, mais qu'il soit assez fort pour le monde. Considérons l'histoire de Dimitri, historien arrêté pour déviation idéologique. Il reçut la lettre de sa fiancée, une femme aimée depuis l'université, l'informant qu'elle avait épousé un haut gradé du NKVD qui l'avait arrêté. Chef-d'œuvre de cruauté. Pendant 2 jours, Dimitri resta catatonique. Au 3e jour, pendant la marche exténuante vers le chantier, quelque chose se remit en place. Il se raconta une histoire, un recadrage d'une ampleur telle qu'il en changea sa réalité. Elle ne m'a pas trahi. Elle s'est révélée. L'État, en m'arrêtant, ne m'a pas volé la vie. Il m'a fait un cadeau. Me montrer la vérité sur la femme que j'aimais, avant de bâtir une vie, avant les enfants. Ils m'ont rendu service. Ce n'était pas de l'auto-illusion. C'était de l'alchimie. Ils transformaient le plomb de la trahison en or de clarté. Dès lors, Dimitri vit son emprisonnement non comme une punition, mais comme une université atroce. Sa matière, la nature humaine. Ses professeurs, les gardiens, les mouchards, les hommes trahis autour de lui. Sa fiancée n'était plus la méchante, elle était une leçon cruciale. Cette capacité à recadrer la catastrophe en enseignement est la marque de l'esprit incassable. L'homme moderne trahi, trompé ou divorcé doit pratiquer la même alchimie. La question n'est pas « Pourquoi m'a-t-elle fait cela ?» mais « Qu'est-ce que cela m'enseigne sur le monde et sur moi-même ?» Cette forteresse intérieure se bâtit brique après brique par des rituels d'une discipline inflexible. Dans un monde conçu pour réduire les hommes à l'animal, les survivants s'agrippaient à des rituels d'humanité sans autre utilité que d'affirmer leur souveraineté. Solzhenitsyn évoque ces hommes qui, après 12 heures de labeur écrasant par moins 40 degrés, épouillaient méthodiquement leurs chemises. Non que cela change quoi que ce soit, les poux revenaient, mais parce que c'était un ordre imposé au chaos. Ils récitaient des poèmes appris par cœur, résolvaient des problèmes mathématiques dans leur tête, s'enseignaient des langues. Ce n'était pas un passe-temps, c'était une résistance. Chaque strophe de Pouchkine murmurée sur une paillasse gelée était une balle tirée en retour contre l'État. Tu possèdes mon corps, mon esprit m'appartient. Cette discipline délibérée, apparemment inutile, est le terrain d'entraînement de la souveraineté. L'homme moderne doit trouver son équivalent, l'entraînement quotidien quand la fatigue écrase, la lecture d'un livre difficile plutôt que le défilement sans fin, le lit fait au cordeau. Voilà les rituels dépouillage, de minuscules déclarations quotidiennes. Je suis le maître de moi-même. Elle sculpte un muscle de respect de soi pour que, lorsque le respect externe se retire, ta fondation ne se fissure pas. La transformation la plus profonde fut celle du but. L'homme qui entrait au camp avait un but arrimé à sa vie d'avant, être un bon mari,
un bon pourvoyeur, rentrer auprès des siens. La lettre d'Anya avait éteint ce but. Le survivant se trouva une autre mission, entièrement immunisé contre les forces extérieures, préserver son intégrité, protéger son noyau intérieur. Pour certains, ce devint une mission de témoignage. Ils devinrent des archives vivantes, mémorisant noms, dates, crimes, résolus à porter un jour la parole. Solzhenitsyn lui-même commença à composer et mémoriser ce qui deviendrait l'archipel du Goulag depuis sa captivité, utilisant un système de bâtonnets d'allumettes pour retenir des milliers de vers. Son but n'était plus de revenir à l'ancienne vie, mais d'exposer une vérité au monde. Cette mission était si vaste, si essentielle, qu'elle rendait sa souffrance personnelle petite. La faim, le froid, la trahison, de simples points de données dans un récit terrible dont il était le dépositaire. Ultime recadrage, la douleur n'est pas, à propos de moi. Elle est le carburant de la mission. Application moderne. La mission ne peut pas être une femme, ni une relation. Ce sont des choses qui peuvent être retirées. La mission doit être quelque chose d'assez fondamental pour que son succès ou son échec ne dépende que d'un seul agent, soi-même. Bâtir une entreprise, maîtriser un art, créer une œuvre, accomplir une métamorphose physique, protéger et pourvoir à ses enfants. Note, ceci diffère d'une relation conjugale. Le besoin d'un enfant est inconditionnel. Celui d'une épouse ne l'est pas. Quand la mission s'ancre dans l'immuable, le retrait d'affection devient une distraction. Une mouche qui bourdonne contre la fenêtre de la cathédrale en construction. Elle ne stoppe pas le chantier. Elle peut choisir d'en faire partie, ou non. Sa loyauté est un renfort bienvenu. Sa trahison n'est pas une rupture structurelle. L'homme est l'architecte, la mission est le plan. La main-d'œuvre principale, c'est lui. Elle est une sous-traitante, que l'on garde ou que l'on libère selon sa performance et son alignement avec le projet. C'est froid, c'est le froid de l'Arctique. C'est aussi la seule façon de bâtir ce qui dure. Les hommes sortis des camps étaient souvent méconnaissables. Plus silencieux, un regard d'une profondeur qui mettait mal à l'aise. Ils avaient vu le pire absolu, et, ce faisant, avaient perdu toute peur du monde. Ils connaissaient le prix de tout, surtout de l'amour. Non qu'ils en fussent incapables. Au contraire, beaucoup découvrirent une capacité plus profonde à la connexion précisément parce qu'ils n'avaient plus d'illusions. Leur amour n'était plus une saisie avide. C'était un don lucide, délibéré, offert depuis une abondance intérieure, sans attente en retour, parce qu'ils ne réclamaient rien de l'autre. Leur amour devenait réellement libre. C'est le don final, paradoxal, du secret de Solzhenitsyn. En acceptant la vérité la plus sombre, la loyauté conditionnelle, on se libère pour éprouver la connexion sans la chaîne du besoin. On peut apprécier l'amour d'une femme pour ce qu'il est, un présent beau, fugace, conditionnel, sans exiger qu'il soit autre chose. On peut chérir la loyauté d'une décembriste, si on la rencontre, sans être détruit par la trahison d'une nana. La vie hors des barbelés est une autre forme d'épreuve. Les menaces ne sont plus les fusils et la faim, mais le confort et la lente désespérance. La trahison n'arrive plus par enveloppe officielle. Elle arrive par message, par désintérêt, par la lettre d'un avocat. Les principes de survie, eux, sont identiques. Bâtir la forteresse intérieure. Transférer l'espoir de sa validation à sa mission. Imposer la discipline par le rituel quotidien. Recadrer la douleur en apprentissage. La valeur n'est pas décidée dans le regard d'autrui. Elle se forge dans l'action, jour après jour. Les survivants du goulag ont regardé au cœur des ténèbres et y ont trouvé une lumière impossible à éteindre. Il faut faire de même dans l'obscurité feutrée du monde moderne. Les barbelés ne sont pas d'acier. Ils sont faits d'attentes, de contes de fées, du besoin d'être aimé plus que l'on aime sa propre mission. Couplet, traverse, la mission attend. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez trouvée intéressante, n'hésitez pas à vous abonner.